Alors évidemment, sur le sujet des grandes transformations, on ne pouvait pas lancer un tel événement sans parler de ça. Tout d'abord parce que l'économie change. Alors, il y a 15 ans, on parlait de digitalisation. Aujourd'hui, on parle peut-être un peu plus de ESG. Et évidemment, les business models évoluent. Il faut, dans ce cadre-là, adapter l'entreprise. Il faut prendre des participations. Il faut céder certains actifs. Et c'est ça dont on va parler pendant la prochaine heure. Alors, peut-être une première question. Dans le rôle, justement, de la direction M&A, dans la définition, l'accompagnement de la direction générale, dans l'identification des leviers de création de valeur. Voilà, on n'est pas encore dans le deal, on est vraiment en amont. Comment est-ce que, et vous, on peut peut-être commencer par Noémie, et puis Guillaume, on va tous en parler, mais Guillaume nous donnera peut-être son sentiment, lui qui accompagne beaucoup de directions M&A. Comment le duo s'articule au moment de l'identification de ces leviers de création de valeur, et a fortiori dans un monde aussi changeant que celui dans lequel nous sommes depuis 12 mois? Moi, je crois vraiment que le M&A est un sport collectif qui demande beaucoup de discrétion, mais qui reste un sport collectif. Et donc, pour l'identification de cibles, il faut travailler main dans la main avec la stratégie, le business, la direction générale, évidemment. Mais je crois que le M&A amène une forme de réalisme et de pragmatisme régulièrement dans la discussion sur ce qui existe comme cible, sur la réalité des valorisations, sur la réalité d'une accessibilité, d'un timing. Et donc je pense que c'est un travail vraiment avec différents angles et où le M&A va être peut-être un petit peu les pieds sur terre. Chez Michelin, ce duo, stratégie M&A, comment ça s'organise? Donc nous, on a un statut un peu particulier, mais donc on a 2 gérants, un gérant, un co-gérant. Et la stratégie... Des dernières commandites. Voilà. Et donc la stratégie rapporte à M. Florent Ménégo et le M&A à M. Yves Chapeau. Et donc c'est une balance et un équilibre aussi. Merci Noémie. Philippe, vous avez les 2 aspects, du coup, je l'ai énoncé dans votre titre, chez vous. Du coup, vous êtes et à la stratégie et à l'exécution derrière. Alors, historiquement, le rôle c'est toujours appelé stratégie M&A. Maintenant, ça fait 5 ans et demi que je suis dans le rôle et on n'a pas fait beaucoup de stratégie, en tout cas pas directement en ayant des gens qui ne font que de la stratégie dans l'équipe. Et assez récemment, on a décidé de renforcer l'équipe. 3 pôles dans l'équipe. Il y a un pôle qui fait du M&A à proprement parler. Il y a un pôle qui fait de l'intégration, on y reviendra probablement tout à l'heure. Et puis il y a un pôle qui fait de la stratégie. Donc toute l'équipe faisait de la stratégie, mais sans que personne soit dédié à la stratégie. Maintenant, on a un pôle stratégie qui accompagne la direction générale dans la définition de la stratégie, essentiellement de la stratégie de croissance externe, mais il y a beaucoup de dossiers dits de stratégie qui ont un lien avec la croissance externe, qui sont traités par l'équipe. Voilà. On a bien les 2 aspects dans l'équipe. Après, il y a d'autres directions qui travaillent aussi sur des aspects stratégiques probablement plus opérationnels, moins croissance externe. Et donc on arrive à... Voilà, donc on travaille avec la direction générale, avec des directions opérationnelles, et on travaille aussi nous-mêmes sur des axes stratégiques propre au M&A. Justement, Pernod, vous faites un peu d'acquisition, avec un modèle d'ailleurs qu'on connaît bien, ces acquisitions dans la durée, vous montez au fur et à mesure jusqu'à une prise de contrôle totale dans le cas où ça se passe bien. Si on devait évoquer ces fameux leviers de création de valeur ou quelques axes de cette stratégie à l'avenir pour les 5-10 prochaines années ou celles que vous mettez en place. L'histoire de Pernod Ricard, c'est alors je suis désolé, je fais un peu d'histoire, mais en fait, les 10 premières années de ce siècle, on a fait 3 opérations transformantes. On s'est partagé les actifs spiritueux de Vivendi avec notre concurrent anglais Diageo. Ça, c'est la fameuse opération Seagram en 2002. On n'avait pas les moyens de faire l'opération seul et Diageo avait des problèmes de concurrence. Donc, l'un dans l'autre, on s'est mis d'accord pour se partager les actifs. On a racheté le numéro 2 mondial qui s'appelait Allied-Domecq. Et là, on a répliqué la stratégie qui avait bien fonctionné une première fois, où on s'est allié avec des Américains pour acheter Allied-Domecq. Ces Américains s'appelaient BIM, et on s'est partagé les actifs d'Allied-Domecq. Alors ça nous a rendu service pour des histoires de financement, parce qu'on n'avait pas suffisamment de cash pour financer l'opération, évidemment pas suffisamment trop de leviers si on avait dû faire l'opération nous-mêmes. On a dû d'ailleurs financer une partie de l'opération avec de l'equity, parce que c'était une offre
en cash et en actions. On a fait d'une pierre deux coups parce qu'on a réglé des problèmes de concurrence. Quand on achète un portefeuille en rachetant le numéro 2 mondial, on doit régler des problèmes de concurrence avec la Commission européenne, la FTC américaine et bien d'autres juridictions que vous connaissez qui sont aujourd'hui, qui étaient moins présentes dans les notifications concurrence au début de ce siècle et qui maintenant sont très présentes et avec lesquelles il faut parler et négocier. Et voilà. Et donc on a lancé cette OPA en ayant préfinancé une partie de l'opération avec des titres, en ayant préfinancé une partie de l'opération avec un crédit syndiqué, en ayant préfinancé l'opération avec un partenaire qui nous rachetait une partie des actifs à travers une rétrocession des actifs sur les 6 mois qui ont suivi le closing de l'opération. Voilà. Et puis, comme c'était une aventure qui a duré 2 ans, je ne vais pas monopoliser le truc, mais c'est quand même intéressant. Évidemment, quand on a lancé l'OPA, il y a eu une menace de contre-OPA, et donc on a dû négocier avec la personne qui menaçait de faire la contre-OPA, de leur céder des actifs pour qu'ils nous fichent la paix. Voilà. Et c'était assez intéressant parce que du coup, on a eu pas mal de... C'est un dossier qui a duré 2 ans et il y a eu pas mal de rebondissements. Et dernière opération qu'on a faite avant de faire du bolt-on, qui correspond à ce qu'on a fait sur les 10 dernières années, c'était la privatisation d'Absolute par l'État suédois, qui était aussi une opération. Là, on s'est décidé, on a été courageux, on s'est décidé à le faire seul. Mais voilà. Et depuis, on fait du bolt-on parce qu'on a fait 3 énormes opérations transformantes. Et du coup, après, pendant quelques années, pour continuer à faire du M&A, il a fallu faire du bolt-on parce qu'on ne pouvait pas faire autre chose. Voilà. Merci beaucoup. Stéphane, chez Publicis, comment ça se passe pour vous ? Et bon, il y a eu des petits sujets également de très grosses acquisitions et il y en a eu encore récemment. Oui, alors, chez Publicis, on n'a pas de direction de la stratégie à proprement parler. La stratégie, elle naît... alors la stratégie avec un grand S naît dans la tête de Maurice Lévy et d'Arthur Sadoun, donc de nos dirigeants. Et c'est ce qui nous a conduit à faire de très grosses opérations transformantes. On y reviendra peut-être tout à l'heure. On en a eu 3 en une grosse quinzaine d'années, un peu plus. Et la stratégie, avec un petit S, mais ce n'est pas péjoratif, elle naît au jour le jour dans les opérations. On est dans 90 pays, on a quasiment 100 000 salariés et on a des patrons de régions, des patrons de pays, des patrons de divisions qui chacun établit ou chacune établit sa stratégie, la présente au groupe tous les ans au moment des processus budgétaires et à partir de là, on décide si on l'applique ou pas et on arbitre évidemment au niveau du groupe puisqu'on a une capital allocation qui nous est donnée chaque année pour environ 500 à 600 millions d'euros d'opérations M&A. Donc c'est comme ça que naît la stratégie. Nous, en tant qu'équipe M&A, on est associé aux décisions des grandes opérations stratégiques comme des petites. Les petites, on a un point de vue, bien sûr, et on valide avec la direction générale ce qui nous paraît opportun, ce qui nous paraît au contraire inopportun, ce qu'on veut passer très vite. Et les grandes opérations auxquelles j'ai pu participer, de Digitas en 2006 à Sapient en 2014-15 et Epsilon en 2019, on y reviendra peut-être parce que ce sont 3 opérations qui ont profondément aidé le groupe à se transformer depuis quasiment 20 ans. Ces opérations-là, j'y étais associé également en tant que M&A dès le début, dès l'amont, parce que c'est comme ça que notamment Arthur Sadoun fonctionne en petite équipe qui rapprochée, associée aux réflexions. Merci beaucoup Stéphane. Guillaume, on voit que tout le monde n'est pas organisé de la même façon, que ce sujet de stratégie de M&A est évidemment extrêmement lié. Quelle est toi ta vision du sujet, surtout qu'en plus, vous le transformational M&A, c'est quand même une thèse que vous travaillez énormément, sur laquelle vous avez beaucoup de choses à dire et sur laquelle vous travaillez beaucoup. Oui. D'abord, sur la fonction M&A, pour faire écho à ce qui est dit, effectivement, la fonction M&A, c'est une fonction de levier. C'est-à-dire qu'en général, les équipes sont relativement peu staffées. En revanche, travaillent sur des événements qui ont, pour l'essentiel, un impact très important. Donc, c'est leur capacité à trouver la bonne distance entre la stratégie, d'une part, bien sûr, mais aussi les opérations et la finance, notamment pour les opérations les plus significatives. Alors, sur la communication financière, par exemple, quand l'opération est faite, mais bien en avant, justement, pour identifier ensemble et s'accorder sur les leviers de création de valeur dont on parle. Et ça, c'est un élément très important, c'est-à-dire que le pire est d'avancer sur une opération qui, in fine, ne correspond pas au levier de création de valeur vraiment, tel que perçu notamment par les investisseurs. Donc cet alignement-là, amont, il est clé, et c'est le talent des équipes M&A de pouvoir l'organiser. Après, sur le M&A transformation, comme
c'est effectivement... Alors, Pernod Ricard était très, très précurseur en la matière. Ce sont une partie du M&A que l'on voit plus aujourd'hui que pour la période pré-Covid. C'est beaucoup lié au renchérissement du coût du capital et aussi dans l'époque de transformation un peu plus grande qui passe par le M&A. C'est-à-dire qu'en fait, le M&A pendant 10-15 ans a été exclusivement axé sur la croissance et différentes formes de croissance, mais globalement la croissance. Et la croissance en elle-même suffisait à répondre aux attentes des marchés financiers et des investisseurs en général. Aujourd'hui, on le voit, la croissance, malheureusement, ou peu importe d'ailleurs, n'est pas suffisante. Il faut savoir articuler bien davantage les leviers de création de valeur, passer par l'opérationnel, c'est ce qu'on disait à l'instant, et les prouver. Donc on a un certain nombre d'opérations, que ce soit au sens des acquisitions, on a aussi quelques spin-offs, j'imagine qu'on en parlera, qui sont justement très axés sur la transformation par le M&A. Merci Guillaume. On avait parlé de la différence de vos rôles entre les acquisitions bolt-on, les build-up et les grosses acquisitions pivots dans vos carrières comme dans la vie des groupes. On va y revenir dans un instant. Juste une première question. Vous travaillez dans des groupes avec des actionnariats et des directions très incarnées. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous en termes justement de long terme, de stratégie long terme? Est-ce que ça vous donne plus de force, une meilleure lisibilité, une meilleure peut-être posture pour délivrer votre plan M&A alors même qu'encore une fois, là tout de suite, on n'est pas dans une période très facile? Je regarde Noémie, mais elle n'a pas envie. Je pense que ça dépend comment on considère la création de valeur. La création de valeur court terme ou long terme. Je crois que la création de valeur fondamentale est long terme et donc nécessite une forme de stabilité dans les opérations. Les grosses opérations transformantes ne vont pas délivrer leurs résultats en quelques années. Au contraire, ça va être beaucoup plus long et donc il va falloir accompagner ce mouvement-là. Et pour ça, je crois qu'avoir une stabilité à la fois dans son actionnariat et dans sa direction, d'avoir une vision et pas quelque chose qui change quand on veut être réélu régulièrement, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de confort en M&A et surtout qui crée de la valeur, qui crée réellement de la valeur au sens industriel du terme. Je pense aussi que la manière dont Publicis s'est transformé depuis plus de 20 ans, elle est liée au fait qu'en à peu près un peu moins de 100 ans, on a eu 3 dirigeants. Et c'est cette vision long terme qui s'incarne. Et la création de valeur dont on parlait tout à l'heure, elle est engendrée par cette vision long terme et les paris qu'on peut prendre, notamment vis-à-vis des marchés financiers qui ne comprennent pas toujours les opérations qu'on annonce, qui par définition ne sont pas prévues. En tout cas, les opérations transformantes que nous avons faites n'étaient pas prévues. Et cette incarnation sur le long terme, ça permet assez rapidement au marché en interne et en externe d'expliquer les opérations et ensuite de les adopter. Donc il y a quelque chose qui est important pour nous, en tout cas. Alors je ne peux pas parler pour d'autres groupes parce que j'ai essentiellement connu Publicis comme grand groupe, mais c'est pour nous vecteur de stabilité et de vision long terme et donc de confort. Quand il y a un changement de génération également, c'est un moment important. Alors, on a connu trois PDG, Paul Ricard qui est à l'origine du groupe et qui a vécu au moment où il partait du groupe la fusion entre Pernod et Ricard en 1975, son fils Patrick qui lui a succédé, son petit-fils Alexandre qui lui a succédé en 2015. Donc on est bien sur une société actionnariat coté mais actionnariat familial, même si la famille détient aujourd'hui moins de 20% du capital et un peu plus en droit de vote. Donc on est bien sur un actionnariat relativement stable, pour autant que le flottant est majoritairement détenu par comme pour beaucoup de sociétés du CAC 40, par des fonds de retraite américains et anglo-saxons de façon plus générale. Donc quand on regarde l'actionnariat, on comprend que oui, c'est vrai, on a un actionnariat familial stable, on a une création de valeur à long terme, on regarde les choses dans le temps, mais il y a aussi la pression des marchés qui font que globalement, on peut pas non plus faire des opérations qui font pas un sens absolu et qui cadrent pas avec la stratégie de la société. Voilà. Et les opérations transformantes, il faut savoir les expliquer au marché. Et il est évident que si elles ne font pas complètement sens, ça paraît quand même compliqué de les faire. Voilà.
On va revenir justement sur le fait de travailler les stakeholders. Vous avez évoqué la différence entre les grandes acquisitions et les bolt-on, donc plusieurs stratégies, mais un seul objectif, croître et se transformer. Demain, vous partez sur, évidemment, vous faites un deal à 10 milliards, c'est pas la même organisation en termes d'équipe, mais je pense qu'il n'y a aussi pas la même implication en termes de business, parce que bien que vous validiez, Stéphane, tu le disais, même sur les petites acquisitions, vous validez, vous regardez tout, vous n'êtes pas juste là pour exécuter. Il y a, j'imagine, dans les très grosses opérations, une réflexion sur le go-to-market, une anticipation sur beaucoup d'aspects opérationnels. Tu parlais du deal que vous avez fait en 2019. Est-ce que tu peux revenir peut-être justement sur cette implication que vous avez au-delà du deal ? Oui, bien sûr. Alors, je voudrais juste revenir un instant parce que c'est vraiment intéressant de comprendre la création de valeur sur ces 3 grandes opérations qu'on a menées. 2006, l'acquisition de Digitas. À l'époque, c'était l'émergence d'Internet, du digital. Et Maurice Lévy a eu l'intuition qu'il fallait qu'on digitalise la publicité, qui était assez traditionnelle à l'époque. Alors, on a pu le faire et on l'a fait par la suite, d'ailleurs, avec beaucoup d'acquisitions bolt-on, de petites acquisitions. Mais on a vu qu'avec l'acquisition de Digitas, qui était une mastodonte aux États-Unis, pour $1,3 milliard à l'époque, on a réellement envoyé un pavé dans la mare et à la fois en interne, les messages à nos équipes, c'était le digital est là et on l'embrasse de certaine manière vis-à-vis de nos clients et vis-à-vis du marché. Donc c'était la première opération et à l'époque, j'y avais été assez peu associé. J'étais un des jeunes du M&A. J'ai vu passer ça presque de loin. La deuxième opération, c'est l'acquisition de Sapient pour $3,7 milliards en 2014, qui a été finalisée début 2015. Et là, en fait, on avait avancé dans notre digitalisation du groupe, mais on s'est rendu compte que nos clients en marketing, en publicité, avaient non seulement besoin qu'on les accompagne dans le digital, dans leurs opérations marketing, mais on avait besoin de les aider à se transformer à tous les niveaux de leurs organisations au niveau digital. Et là, ça passe par des compétences d'engineering, des compétences de développement de software, des compétences d'intégration SAP, Adobe, etc. Et donc, des métiers qui sont assez différents. Et on a un peu pris le marché de court, mais aussi d'ailleurs tous nos salariés historiques, en faisant l'acquisition d'une société assez différente et qui encore aujourd'hui reste assez différent du reste de nos activités, mais qui a contribué à profondément changer, à faire évoluer nos équipes en interne sur leur regard sur la manière dont accompagner les clients, mais aussi les clients, bien sûr, et le marché. Puisque Sapient a fait plus de 17% de croissance l'année dernière, sur une croissance du groupe qui est de 10 et quelques %. Donc on a vraiment créé ici créé beaucoup de valeur. Et la troisième opération dont tu parlais, qui était Epsilon en 2019, pour $4,4 milliards, là, c'est la volonté, la vision de Maurice et d'Arthur de mettre la data au centre de notre offre client. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la data aujourd'hui, le fait de personnaliser les campagnes, quels que soient les médias qu'on utilise pour communiquer auprès de vous et auprès des consommateurs, les données qu'on connaît sur chacun des consommateurs est au cœur des campagnes que mènent nos clients. Et ça, on en parlait, on était outillés un petit peu de quelques acquisitions qu'on avait faites et de développement interne. Mais quand on fait une acquisition comme Epsilon, difficilement comprise par le marché au départ, mais très bien comprise par nos clients et par nos salariés, tout à coup, tous les regards en interne et en externe se tournent sur la data. Et le fait de mettre ça au centre de la conversation, ça change la conversation. Et donc, ça change quelque part, ou ça contribue à changer l'ADN du groupe, ça lui permet de pivoter. Et sur la création de valeur elle-même, Epsilon a fait plus de 12% de croissance l'année dernière. Quand on l'a acquis, c'était en limite en décroissance. Et donc, on a ici montré comment on crée de la valeur. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Et sur l'implication sur le go-to-market, quand on fait des petites acquisitions, on se repose beaucoup sur les équipes locales pour l'intégration. C'est un sujet tout à fait à part, mais sans rentrer sur le PMI, c'est extrêmement important d'avoir des processus clairs, et c'est très difficile d'en avoir. Quand on fait une grosse opération, on a un processus qui est mené au niveau du groupe, on avait 11 workstreams. On a fait l'intégration d'Epsilon tout seul, avec nos petits bras.
On a vu défiler tous les cabinets de conseil de la place et on a dit non mais en fait on est parfaitement capable de le faire. Que ce soit des workstreams, disons back-office ou des workstreams de go-to-market, des workstreams de définition de la stratégie, on a fait tout ce qu'on pouvait faire entre le signing et le closing, sans échanger l'information évidemment sensible. Et ensuite on était prêt à démarrer dès que ça a closé le 1er juillet 2019. Donc là il y a vraiment une implication du M&A parce que je suis sorti de mon rôle pendant quelques mois, n'ayant plus d'argent à dépenser pour faire des acquisitions, j'ai été en charge de l'intégration, de coordonner les workstreams d'intégration de manière à ce que cette opération fonctionne et décolle le plus vite possible dès qu'on était autorisé à faire le closing. Et sur cette partie justement business, quel est l'écueil que tu as identifié, enfin un écueil particulièrement important à avoir en tête, si on doit en retenir un? Ou un best. Non, mais ce qu'on a identifié dès le départ, mais c'est vrai pour toute opération, hein, c'est l'aspect humain. C'est-à-dire que dès le départ, il faut que les équipes de la société, qui malgré tout étaient assez différentes dans sa manière de fonctionner, c'était technologique, de produits, alors que nous, on est une société de services, il faut que les équipes se rencontrent, travaillent ensemble à tous les niveaux. On crée des groupes de travail, même si on ne peut pas se dire grand-chose parce qu'on est entre le signing et le closing, mais au moins on apprend à se connaître, à travailler ensemble, à développer une méthode de travail qui permet dès le premier jour, dès le closing, d'avoir déjà des équipes qui sont soudées. Mais ça, c'est vrai pour toutes les opérations en fait. Là, simplement, on est puissance 10 ou puissance 100 par rapport à compte tenu de la taille. Mais ça, c'est quelque chose qu'on démarre le plus en amont possible. Voilà. Noémie, toi, tu n'as pas 20 ans chez Michelin parce que tu as créé la direction M&A il y a 3-4 ans. Structuré, oui, il y a 3 ans. Structuré. Il y a 3 ans, ça t'a permis de faire combien de deals depuis? On en fait entre 15 et 20 par an. Entre 15 et 20 par an. Ouais. Même question du coup justement sur effectivement c'est les grosses acquisitions que tu as pu faire par rapport aux petites acquisitions et peut-être justement raconter une histoire sur quelque chose qui a été assez transformant. Alors pour l'instant assez transformant, je pense que tout le marché l'attend, donc je ne vais pas commenter ça. Mais c'est en cours. En revanche, on transforme aussi par bolt-on un peu systématiquement. On a aussi annoncé par exemple l'opération d'FCG lundi dernier, enfin ce lundi pour 700 millions. C'est quoi l'histoire justement de cette acquisition? C'est dans le cœur de notre stratégie. Donc, du coup, on exécute la stratégie. Nous, ce que je trouvais intéressant, c'est ce que disait Stéphane sur la vision. Nous, on est là pour exécuter une vision. Donc, j'ai une direction générale qui a une vision, une intention, et nous, on essaye de la mettre en musique. Mais je suis absolument d'accord sur le point des personnes et de la difficulté des intégrations et de faire coexister. Quand on est sur des métiers différents, donc nous, historiquement, je pense que tout le monde nous voit bien sur le pneu, parfois aussi sur le guide, quand les gens font le rapprochement. Mais on a beaucoup d'autres activités dans le digital, dans les matériaux de technologie. Et là, souvent, on a besoin de mettre ensemble des gens qui ne se parlent pas forcément dans la même langue. On va faire des opérations. On a racheté Robotics l'année dernière, donc une start-up tech. Ben voilà, il faut arriver à trouver le bon langage pour communiquer. Il faut arriver à trouver les bons process. Il faut travailler entre start-up et très grands groupes. Arriver aussi à faire comprendre que si on met tous les process d'un grand groupe sur une start-up, ben, sa rentabilité n'existera plus. Et en plus, ils ne comprendront pas. Arriver à être suffisamment agile. Donc il y a vraiment un gros dialogue permanent. Et sur FCG, l'intégration commence et nous suivons les intégrations 5 ans, pendant 5 ans. Et le département Post-Merger Integration est dans l'équipe de M&A. Guillaume, justement sur cet aspect, toi qui accompagne souvent les entreprises, enfin qui accompagne chaque jour les entreprises sur leur grande transformation, cet aspect people qu'on évoquait, vraiment de pivot, de réaligner tout le monde, de créer l'histoire d'après, d'onboarder, de ne pas avoir trop d'angles morts. Comment est-ce que vous faites ? Alors, c'est un sujet très commun entre le M&A et la transformation en général, d'ailleurs. C'est-à-dire, dans les sujets de M&A de la taille dont vous parlez, et il faut distinguer des sujets bolt-on, des sujets qui transforment le cœur, en réalité, de l'ensemble. Mais emmener les équipes, travailler sur les changements, travailler sur la culture, c'est effectivement ce qui permet d'intégrer sur le long terme. Retrouver des points communs, retrouver un purpose, comme on peut le dire, commun entre les plus anciens et les plus nouveaux, sachant que les plus nouveaux ont probablement l'avantage temporaire d'être au cœur et sous la lumière par rapport à l'activité historique, qui doit, elle, continuer
C'est des sujets qui sont parfois complexes, mais c'est essentiellement un sujet effectivement de culture, de changement, d'accompagnement, d'explicitation de ce qui est fait et de l'objectif. C'est-à-dire qu'il faut être relativement explicite, il faut répéter pourquoi est-ce qu'on fait ça. Ce que dit Stéphane sur les 3 acquisitions de Publicis, alors je ne sais pas si c'est avec le bénéfice du temps, mais si ça a été expliqué avec cette clarté-là au moment de chacune de ces acquisitions, c'est exactement le langage et ça mobilise tout le monde. Ça mobilise, encore une fois, les nouveaux entrants, ça mobilise, et ça c'est très important, le cœur du business du moment qui évolue. Ça c'est très important. Quand on fait des transformations, par exemple, c'est la même chose, c'est-à-dire que ce qui va rester être le cœur des activités est aussi important que ce qui, par exemple, dans une revue de portefeuille, va sortir. Très, très important à faire pour garder la cohésion et encore une fois, le point commun entre tout le monde. Philippe, de votre côté, chez Pernod, vous avez multiplié les acquisitions en passant vraiment sur ce modèle de bolt-on. Donc, qu'est-ce qu'une boîte qui peut être achetée aujourd'hui par Pernod Ricard, puisque du coup, vous avez, peut-être qu'on peut décrire ce modèle justement d'acquisition dans la durée que vous avez, où vous ne rentrez pas forcément major, et effectivement, au fur et à mesure, vous l'intégrez. C'est un modèle qu'on s'est réinventé justement après ces acquisitions transformantes. On n'avait plus forcément les mêmes montants en cash ou en levier à dépenser, et on voulait continuer à faire du M&A. Et donc on a trouvé ce modèle, en tout cas dans notre industrie, on était les premiers à le faire, où en fait on a trouvé des entrepreneurs qui avaient trouvé une bonne marque, une bonne histoire, qui étaient des types ultra motivés et qui avaient besoin de cash pour développer leur boîte et qui avaient surtout besoin d'un réseau de distribution, pas seulement dans le pays où ils avaient créé leur marque, mais dans le monde entier, ce qui est la force du réseau de distribution de Pernod Ricard, puisqu'on est présent dans 75 pays, on distribue nos produits avec nos hommes. Et donc ça, évidemment, pour les entrepreneurs qui ont lancé une marque qui marche bien dans un pays, avoir accès à un réseau de distribution mondial, c'est une chance inouïe. Et donc, alors, ils ne sont pas toujours très faciles à convaincre. On a des concurrents qui sont parfois plus convaincants que nous. Mais le fait qu'on ait réussi à faire des opérations qui aient créé beaucoup de valeur, et pas seulement pour nous, mais aussi pour eux, puisqu'on rentre finalement avec un ticket qui leur permet d'assurer leurs vieux jours, mais peut-être pas les vieux jours de plusieurs générations. Et sur la sortie, quand ça se passe bien, ils sont très heureux puisqu'on arrive à partager finalement la valeur qu'on crée ensemble. Et donc ça fonctionne bien, l'idée de créer de la valeur ensemble, de leur apporter de l'argent et de l'expertise pour développer leur boîte et de leur donner accès à un réseau de distribution mondiale. Voilà, donc c'est un modèle qu'on a très bien réussi avec une première acquisition qu'on a faite, qui était un gin de la Forêt Noire qui s'appelle Monkey 47, qui est une marque qui est très premium et qui se développe très bien partout dans le monde. On a exercé notre call et maintenant on est propriétaire à 100% de cette marque. On est resté très proche du fondateur avec lequel on a créé d'autres sociétés, d'autres projets. Et en fait, c'est un cercle assez vertueux, c'est-à-dire que les entrepreneurs qu'on approche aujourd'hui, et quand on leur raconte l'histoire et qu'on montre ce réseau d'entrepreneurs avec lesquels on travaille, et on est très souvent actionnaire majoritaire de leur boîte, mais ils sont encore les patrons de leur boîte, parce qu'il n'y a pas de meilleure personne pour développer leur boîte au sein du groupe Pernod Ricard qu'eux-mêmes. L'écosystème s'auto-nourrit de façon relativement vertueuse et ça fonctionne très bien. Voilà. Et donc c'est un peu ça qu'on appelle le bolt-on. C'est pas juste des plus petites acquisitions, c'est des acquisitions qui sont structurées d'une façon différente. Voilà. On pourrait presque dire que c'est vraiment la quintessence de la strat dans le M&A, parce que c'est le modèle vraiment de peut-être presque la mission de Pernod, même si ça reste de la convivialité. C'est de dire, voilà, de producteurs, il y a la bouteille, il y a le distributeur, il y a le camion. Là, on est une plateforme de développement, de croissance pour des entrepreneurs qu'on va sélectionner. C'est effectivement très différent par rapport à ce que vous avez pu faire sur des méta-opérations. Après, on est dans un marché qui est très concentré, donc il n'y a plus tellement de grosses opérations à faire. Moi, je le dis vite parce que ça peut changer dans 2 ans. AB InBev, c'est pas si gros. Mais aujourd'hui,
enfin aujourd'hui et sur les dernières années, il n'y a quasiment pas eu d'opération transformante à part notre partenaire américain qui nous avait aidé à faire à l'IDMEC et qui s'est vendu aux Japonais, puisque maintenant ça s'appelle BIM Centauri. Mais en dehors de cette très grosse opération, il n'y a pas eu d'opération transformante sur les dernières années, parce qu'encore une fois, on est dans une industrie très concentrée, ce qui veut dire qu'en termes antitrust, c'est devient très compliqué de faire des opérations, en tout cas pour les acteurs, les 5-6 premiers acteurs du marché. Donc le modèle du bolt-on et le modèle que je vous décris est, je pense, un bon modèle pour continuer à faire de la croissance externe. Je pense que tout le monde ici a bien l'antitrust en tête. Mais du coup, demain, au-delà du bolt-on, est-ce que ça veut aussi dire envoyer les capitaux vers des stratégies différentes? On a parlé de data jusqu'à Michelin, de tech jusqu'à Michelin, en passant par Publicis. Alors, tout le monde parle de data. Après, je pense que tout le monde en a besoin. On ne boit pas des pixels, ça c'est sûr. Mais bon, toutes les grandes entreprises en ont besoin. Maintenant, Pernod Ricard, on a des axes de stratégie que je ne peux pas vous décrire ici, mais vous parliez de la convivialité. La convivialité, c'est comment vendre mieux nos marques, comment atteindre nos consommateurs de la bonne façon, comment les connaître mieux. Donc tout ça, on peut transformer, traduire ça à travers une stratégie qu'on est en train de redéfinir et qui peut se traduire par des partenariats capitalistiques ou non d'ailleurs, avec des chaînes d'hôtellerie, des chaînes de restauration, des sociétés qui font de la data. On a fait un partenariat avec Jean-Claude Decaux qu'on a annoncé, je crois, il y a quelques mois. Donc voilà, c'est des axes stratégiques de développement qui sont probablement un peu différents et qui sortent de la boîte habituelle. Et pour autant, on reste aussi dans notre cœur de métier. On fait les deux. Voilà. Merci. On a beaucoup parlé de buy-side, mais il y a aussi le sell-side dans les pivots à la transformation. Est-ce que du coup, vous pourrez revenir peut-être sur justement quelques sell-side que vous avez pu faire et sur la même chose pour ce qui est de l'intégration et de l'acculturation des cibles ou sur le go-to-market, tous ces aspects stratégiques à anticiper. Sur le sell-side, normalement, une fois sorti, ça va, sauf s'il y a un carve-out un peu lourd avec pas mal de contrats post-session qui doivent être organisés. Mais sur les sell-side, justement, là aussi, vous avez pris des décisions, accompagné la direction générale sur des sorties de segments, des recentrages. Je ne sais pas, est-ce que par exemple chez Michelin, demain le pneu doit être fait d'une autre matière qu'aujourd'hui, ou des matières innovantes qui seraient peut-être moins consommatrices d'énergie, je ne sais pas, Noémie? Alors, je dis ça, c'est absolument pas ce qu'on a préparé, donc je pose ça là, mais... Et le pneu est déjà composé de beaucoup de matières différentes et on travaille déjà sur les pneus durables et on a la chance aussi de travailler sur des matériaux durables et d'essayer d'arriver à la meilleure empreinte carbone rapidement. Donc ça, non, c'est pas tant sur le pneu lui-même. Nous, sur des sessions, ce qui est difficile sur des sessions, déjà, c'est que chez Michelin, on est une grande famille. Donc quand on doit sortir un actif, ça veut dire aussi sortir des équipes, des gens qui sont avec nous depuis longtemps, et ça c'est difficile. C'est une décision qui est assez difficile à prendre, même si des fois il le faut, parce que c'est pas la stratégie, parce qu'il faut gérer son portefeuille de façon dynamique. On a annoncé il y a quelques mois notre filiale américaine, en joint venture TBC, a vendu ses activités de retail. Donc c'est une assez jolie opération, plusieurs centaines de millions de dollars. Ce sont des process qui sont longs, les carve-out sont compliqués, il faut les anticiper, les préparer, il faut préparer les équipes. Donc non, ça fait partie du M&A, mais c'est différent. J'imagine encore une fois que l'actualité est propice au carve-out et à la revue de portefeuille lourde qui derrière implique ce type de transformation, Guillaume. Oui, alors, on parlait de culture un instant, et c'est vrai que la décision d'une cession est éminemment marquée par la culture de l'entreprise. Et on a effectivement des entreprises qui ont quasiment rien cédé. On a même, on en parlait dernièrement avec un de mes collègues, les entreprises japonaises, par exemple, ne cèdent jamais rien du tout. En 25 ans, j'ai jamais dû faire un seul sell-side sur une entreprise japonaise. Donc c'est éminemment culturel. Maintenant, les temps sont ce qu'ils sont et la revue du portefeuille dont on a parlé est un vrai sujet aujourd'hui.
Et on voit que quand même, il y a une vraie activité de carve-out, je parle de quantité d'activités, si on peut dire ça comme ça, avec pas mal de sujets qui sont marqués par leur complexité. Les groupes ont passé les 10-15 dernières années à se consolider, à s'intégrer, à mettre des ERP en place, à faire des sièges qui couvrent les filières de manière end-to-end, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on sort une activité, pour peu qu'elle soit un peu significative, c'est complexe et c'est long. Et c'est ce qui crée justement beaucoup d'abrasivité entre ceux qui vont sortir et ceux qui vont rester, en plus du business as usual et de la disruption des opérations. Donc c'est des choses qui doivent être préparées très en amont, pour au moins 2 raisons. La première, c'est ce que je viens de dire en termes de complexité. La deuxième, c'est qu'il y a une stratégie à la session. Une session doit être préparée, l'actif doit être préparé. Et je ne parle pas de window dressing, je parle vraiment de préparer l'actif pour sa future vue, sa future vie, sa vie d'après, et faire en sorte qu'on donne justement lecture des leviers de création de valeur qui seront valables pour la suite. Et tout ça, c'est pas immédiat. On pense à Atos ou Solvay qui travaillent beaucoup en ce moment sur le sujet, sur des thématiques de scission. Il nous reste 5 minutes avant les questions. Peut-être qu'on pourrait justement parler du marché. Travailler les stakeholders, vous aviez envie d'en parler un petit peu tous sur le fait qu'effectivement, une grosse opération implique transparence, pédagogie, répétition. Stéphane, je crois que tu l'avais évoqué toi en premier lors de la préparation de ce panel. Voilà, comment est-ce que vous travaillez les analystes, les marchés, les instits? D'abord, avant de parler de ça, je voulais juste réagir. On fait très peu de sessions chez Publicis, donc c'est pour ça d'ailleurs que tu ne m'as pas interrogé là-dessus. Et j'entends ce que vous disiez, Guillaume et Noémie, notamment sur le fait que les sessions sont longues, ça se prépare à l'avance, et c'est tout à fait exact. Et j'ai pensé à ce moment-là à la session ou la sortie précipitée par les événements de la Russie, où on est sorti de Russie en 10 jours. Alors, d'autres ont mis plus de temps, d'autres... chacun est sorti dans des conditions qui les regardent, et finalement on a réussi parce qu'on s'est mobilisé à aller beaucoup plus vite que ce qu'on aurait fait si on avait fait une session organisée. Évidemment, les conditions étaient ce qu'elles étaient. Donc en fait, on peut parfois aller vite et finalement en sortir dans des conditions qui sont pas géniales, mais qui permettent de limiter la casse. Bon, ça, parenthèse fermée, sur les stakeholders et notamment le marché. Effectivement, on a pu se rendre compte lorsqu'on a fait nos grandes opérations transformantes que la communication, l'éducation entre guillemets des analystes et du marché comptait beaucoup. L'année où on a annoncé Epsilon, donc en 2019, on avait quelques mois auparavant, et c'était d'ailleurs logique, normal, on avait annoncé qu'on allait faire quelques bolt-on, comme on fait chaque année, une quinzaine d'opérations, qu'on n'avait rien de très gros qui était prévu. Et lorsque, en avril, de mémoire, Epsilon a été annoncé pour 4,4 milliards, ça a pris tout le monde de court, d'autant que l'actif, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'était pas en forte croissance. Donc, ça nous a amené à passer beaucoup de temps, trop de temps peut-être d'ailleurs, à éduquer le marché, expliquer, etc. Et d'ailleurs, on a sorti une petite vidéo l'année dernière qui rappelait tout ce que le marché, mais aussi nos concurrents, ce qui est plus normal, disaient au moment où on est sorti avec Epsilon. C'est-à-dire toutes les headlines des journaux sur le fait qu'on avait vu plus gros que on avait mangé plus gros que notre ventre, on avait vu trop gros, que c'était pas la stratégie, que c'était pas le bon moment, etc. Et évidemment, on peut sortir ça 3 ans plus tard, ou 4 ans plus tard maintenant, puisqu'on a pu montrer qu'on avait eu raison. Et aujourd'hui, je pense que ce qu'on fait, et notre CFO s'y emploie beaucoup avec Arthur, c'est d'expliquer, c'est d'être transparent vis-à-vis des marchés, transparence sur la stratégie, transparence sur l'allocation du capital M&A. Je vous ai dit, on a 500 à 600 millions à dépenser chaque année. Ça fait 2 ans qu'on dit ça au marché. Avant, on ne le disait jamais et on ne communiquait pas sur les montants qui étaient dépensés. Aujourd'hui, on communique sur le cash flow du groupe, ça c'est normal, et sur la manière dont le cash flow du groupe est utilisé. Et cette transparence et ces contacts probablement plus réguliers, parce que ce n'est pas mon métier, avec le marché, nous permettent d'articuler la stratégie et donc de préparer
les acquisitions, qu'elles soient petites, moyennes, ou qu'elles soient éventuellement plus importantes à venir, et donc de répondre aussi aux questions des analystes, notamment sur l'intelligence artificielle, sur différents domaines dans lesquels on fait des acquisitions. On en a fait une petite récemment, et où on en fera peut-être d'autres dans le futur, probablement d'ailleurs. Mais on est plus en contact, je pense que ça c'est extrêmement important. Ça permet d'embarquer le marché. Et au moment où on embarque nos équipes, on embarque nos clients, on embarque les stakeholders, embarquer le marché, ça devient extrêmement important. Sur ce sujet des stakeholders, Philippe, Noémie, est-ce que vous voulez... Sur la façon dont vous adressez ce sujet, d'emmener le marché avec vous sur des opérations plutôt transformantes, ou sur le bolt-on pour vous. Il faut être honnête, il y a des gens dont c'est le métier, qui font ça tous les jours, ça s'appelle les banquiers, qui sont d'excellents conseils quand on en est à savoir comment on va annoncer l'opération au marché, comment on va travailler avec nos actionnaires, les analystes. C'est un métier qui n'est pas le métier du MNS, c'est un métier qui s'appelle la communication financière et qui est clairement pas le nôtre. Donc on a des gens autour de nous qui sont bien plus experts en la matière et qu'on écoute quand la question se présente. Voilà. Et sur la politique financière, encore une fois, en tout cas, c'est pas mon métier. Juste faire remarquer qu'on sort en tout cas, on est encore, pour la plupart des grands groupes, dans une période faste, où on sait des résultats plutôt très bons dans les années qui viennent de passer. On est dans une logique où on partage les ressources des groupes entre les dividendes, le M&A et le rachat d'actions. Je souhaite que ça continue. Voilà. On le souhaite tous, évidemment. Juste un propos en conclusion, peut-être, Guillaume, sur la partie activiste, parce qu'évidemment, quand on parle du marché, on ne peut pas passer à côté de ce sujet. Oui, alors, juste en deux mots, les activistes sont de plus en plus présents auprès des entreprises en réalité. Au-delà des campagnes un peu visibles, il y a un travail qui est fait moins visible mais tout aussi réel auprès des boards et des managements pour justement améliorer la communication financière. En tout cas, c'était leur thèse. On s'est amusé à mesurer justement l'impact des activistes. Et juste pour finir et de manière très rapide, on a trouvé que les campagnes très opérationnelles, c'est-à-dire vraiment actées sur la performance, étaient relativement couronnées de succès. Et de manière peut-être inattendue, et à l'inverse des groupes, les campagnes plus axées sur les thèmes de l'ESG étaient largement moins couronnées de succès, beaucoup plus dans la communication, c'est-à-dire à l'envers des actions réelles, des groupes qui ont pris le sujet à cœur. Tu parlais des pneus, la composition. Forvia, par exemple, aussi a fait une transformation incroyable autour de ça. Voilà, donc les deux distinctions que je voulais faire. Merci infiniment. Nous sommes arrivés à la fin de cette conférence. Je vous encourage évidemment à échanger avec les intervenants juste après si vous avez des questions. Sinon, on va commencer dans un instant un atelier qui est un atelier sur l'utilisation stratégique de l'assurance MNR, retour d'expérience avec Auden. Merci beaucoup. Je vous propose d'applaudir nos intervenants. Merci.